Donc ici, on a développé tous les outils pour avoir notre théorème principal qui va donner donc la convergence de toutes nos intégrales en général. C'est donc si on arrive à comparer deux fonctions, alors on va réussir à les rendre convergentes. Donc le critère en fait le plus général, c'est le critère dominé. Donc si f est dominé par une fonction g, alors et que l'intégrale de g converge au voisinage de 1, alors l'intégrale de f converge au voisinage de A. Et donc ça c'est le critère si on a un problème uniquement au voisinage de A, et on a exactement le même problème aux bornes supérieures. Donc c'est si on arrive à être dominé au voisinage de B par une fonction dont l'intégrale converge, alors l'intégrale de la fonction converge. Donc ça va permettre de systématiquement réussir à faire converger les intégrales. On isolera la borne inférieure, on isolera la borne supérieure et on se ramènera à des exemples où on connaît l'intégrale de g, l'intégrale de h qui convergent. Typiquement, donc on va se ramener à des exponentielles décroissantes par exemple, ou les intégrales de Riemann en plus ou 0, en plus l'infini ou en 0, pour réussir à faire converger nos intégrales. Et ici on a juste parlé de la relation dominée. Donc en fait pourquoi on met dominé? Parce que dominé c'est le caractère le plus générique, c'est-à-dire que si f est négligeable devant g, alors en fait f est en particulier dominé, donc on peut appliquer le critère. Si on est équivalent, alors en particulier on est dominé, donc on peut appliquer le critère. Et on peut même dire si f est inférieur ou égal à g, alors on peut appliquer le critère également. La seule chose c'est que quand on écrit dominé, on doit passer en module ou en valeur absolue, c'est-à-dire c'est est majoré, donc c'est module, c'est par exemple cette chose-là, pour rappeler la définition, c'est que f est dominé par g au voisinage de 1, c'est-à-dire que sur un voisinage de 1, on a le module de f de t, alors ce sera sur f sur g, mais je vais le mettre de l'autre côté, inférieur à une constante fois g, ça c'est quel que soit t, sur un voisinage de 1. Donc c'est-à-dire qu'il existe un voisinage, c'est que sur un voisinage, on est f de t plus petit que constante fois g. Voilà, avec ici une constante que je n'ai pas introduite d'ailleurs. Mais ça c'est une condition de majoration assez large finalement. Donc on va démontrer le théorème. Donc on suppose que f est dominé par g et que l'intégrale de g converge. Alors j'aurais pu quand même préciser pas mal de choses là-dedans. C'est pour avoir un résultat ici, hein, et on peut supposer f comme étant quelconque, c'est-à-dire f c'est une fonction. Alors a priori je peux considérer que de a à c là, disons que de toute façon sur un voisinage. Donc le cas le plus général pour f ce serait fonction à valeur complexe, et par contre g on la prend comme étant à valeur positive si on veut pouvoir faire des comparaisons raisonnables. Alors ça veut dire que si je force le trait je dirais ça, mais bon g est positive. Voilà, et donc dans ce cas là on sait faire. Alors pourquoi on sait faire? Donc je rappelle c'est quoi l'hypothèse dominée, il existe un voisinage de 1, alors ici un voisinage de A je peux l'expliciter, c'est-à-dire je vais dire VA c'est un intervalle de la forme A plus état. Donc il existe un voisinage de A et une constante M, a priori qui est positive, telle que lorsqu'on est dans ce voisinage, donc la valeur absolue, ou le module plutôt, vu que je dis que le cas général c'était complexe, est inférieur à M fois G de T, et G de T, bon je pourrais mettre des valeurs absolues, mais je dis, bon de toute façon je prends la valeur positive. Donc j'obtiens cette chose-là, et après qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je vais dire, bon bah en fait ça veut dire que l'intégrale de f de t, bah moi ce qu'il faut que je considère c'est entre une borne x et la borne c, ça je vais pouvoir, et bien sûr hein, la clé c'est de se ramener au résultat précédent, c'est-à-dire je vais réussir à démontrer l'absolue convergence de l'intégrale, donc c'est-à-dire l'intégrale en module ici.
Donc l'intégrale pour x, alors je vais dire proche de a, donc je vais le prendre directement dans VA parce que le but c'est de faire tendre x vers 1. Pour x dans VA, bah déjà ce que je vais dire c'est que pour utiliser ça, il faut que je sois dans VA. Autrement dit, je vais dire je prends l'intégrale entre x et a plus eta, la plus grande valeur, donc de f de t dt, plus l'intégrale entre a plus eta et c de f. Alors ça, je ne vais pas trop m'embêter parce que qu'est-ce que je peux dire, c'est f est continu sur a plus eta, c'est le segment. Autrement dit, ça c'est une constante. Alors je vais plutôt appeler égal I1. Donc ça c'est une valeur d'intégrale, c'est une constante, parce que j'intègre sur un segment, donc il n'y a aucun problème de convergence. Ça dépend de f, mais par contre ça ne dépend surtout pas de ma variable x. Ici la seule dépendance en x est dans cette partie-là. Donc je vais pouvoir maintenant majorer la deuxième partie. La deuxième partie, je vais utiliser donc le module de f est plus petit que m fois g. Donc là je vais pouvoir dire, bon bah ça c'est plus petit que par croissance de l'intégrale entre a et x de m fois g de t dt plus ma constante I1. Et ensuite, le m, je peux le sortir parce que c'est une constante, donc par linéarité, je vais le sortir. Et plutôt que de dire je passe à la limite, je vais pouvoir dire que de toute façon, l'intégrale de g converge. Donc c'est-à-dire que c'est borné par la plus grande valeur sur l'intervalle, c'est-à-dire m fois l'intégrale entre la borne complète, g de t dt, ça c'est car g est positif. Donc l'intégrale sur un plus petit segment est forcément plus petite que l'intégrale sur un plus grand segment. Et ça, on voit que c'est de toute façon une valeur d'intégrale qui est bien finie, parce que l'intégrale converge. Donc si l'intégrale converge sur un intervalle plus grand, elle converge sur un intégral plus petit. Et donc c'est une valeur finie, autrement dit, tout ça c'est une constante. Donc qu'est-ce que j'ai réussi à démontrer? C'est que l'intégrale du module est majorée, et vu que l'intégrale du module est majorée, alors l'intégrale converge entre a et c, l'intégrale de f converge, donc l'intégrale tout court converge, l'intégrale est absolument convergente, si je veux retraduire, donc convergente. Donc on a bien réussi à démontrer que l'intégrale converge entre a et c, et le même raisonnement s'applique bien sûr au voisinage d'un point d'une borne supérieure. Il n'y a aucune différence entre la manipulation dans une borne inférieure et une borne supérieure, bien sûr. Alors on peut traiter le cas de la fonction gamma de l'air. Alors en fait elle est définie par l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance s moins 1 exponentielle moins t, où s c'est un paramètre extérieur si on veut. Donc déjà la première chose c'est pour quelle valeur la fonction est bien définie. Alors en fait ici pour s au moins égal à 1, il n'y a aucun problème. Alors on peut donc s'intéresser à déjà est-ce que cette intégrale converge pour que la fonction soit bien définie. Alors en effet, ce qu'il faut étudier, c'est donc la fonction qui a t associe ts-1 exponentielle moins t. Alors celle-là, déjà on peut remarquer qu'il n'y a pas de problème, elle est continue par opération sur 0 plus l'infini ouvert, bien sûr. Je vais peut-être appeler f indice s cette fonction. Et donc la question de son intégration, c'est est-ce qu'on arrive à la dominer par une fonction qui est intégrable. Alors en fait, on a fs de t qui est dominé par exponentielle moins t sur 2 lorsque t tend vers plus l'infini. Alors pourquoi ça c'est vrai? Ça c'est car n'importe quelle fonction puissance est négligeable devant exponentielle t sur 2 en plus l'infini. Donc si on fait le produit avec exponentielle moins t, ça fait que c'est négligeable devant exponentielle t sur 2 fois exponentielle moins t, ce qui est égal à exponentielle moins t sur 2
au voisinage de plus l'infini, et on sait qu'en particulier, si on est négligeable, on est forcément dominé. Donc on est dominé par une exponentielle décroissante, avec justement l'exponentielle décroissante étant convergente au voisinage de plus l'infini. Donc ça converge. La valeur de cette intégrale n'est pas importante, mais en tout cas c'est une fonction positive qui converge. Donc par théorème de comparaison, on sait que l'intégrale de fs converge. Alors ici, je peux préciser que c'est absolument convergent. Donc déjà, ça justifie l'existence de la fonction gamma, c'est-à-dire quand on considère une telle expression, faire attention que l'intégrale de 0 plus infini n'est pas forcément définie, même des fois il y a des problèmes en 0, mais ici bon, on avait la continuité, la borne était fermée, donc on n'utilise que la partie en plus l'infini. Pourquoi cette fonction est intéressante? Alors en fait, on peut calculer lorsque s est entier, cette valeur. Alors on peut peut-être faire une valeur assez simple qui est qu'est-ce qui se passe pour s égale 1. Donc on va calculer gamma de 1. Alors gamma de 1 c'est égal à l'intégrale donc de 0 à plus l'infini de exponentielle moins t dt. Donc d'après l'argument précédent, on sait que ça existe parce que ça converge pour tout s au moins égal à 1, c'était pour avoir ici une puissance positive. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? C'est que ça on en connaît une primitive. Donc c'est moins exponentielle moins t, entre 0 et plus l'infini. Alors ici on remarque qu'on met une variation entre des bornes, ici une borne infinie, mais donc il faut comprendre que la vraie définition de ça, c'est donc la limite, lorsque la borne haute tend vers plus l'infini, de la variation entre 0 et grand M, et normalement on écrit une limite uniquement si elle existe, mais d'après la partie précédente on sait qu'elle converge, forcément que cette limite existe. Autrement dit, c'est la limite de 1 moins exponentielle moins m, j'écris à l'envers vu qu'il y a un moins, parce que m tend vers plus l'infini, donc ça vaut 1. Voilà. Alors ensuite, on peut essayer de calculer gamma 2. Donc que vaut gamma 2? C'est donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de t exponentielle moins t dt. Alors ce qui paraît naturel, c'est donc de faire ici une intégration par partie, où on va dériver le t, primitiver l'exponentielle. Donc ce qu'on va obtenir, c'est alors t multiplié par moins exponentielle moins t, moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de 1 fois moins exponentielle moins t dt. Alors attention, justement ici, pourquoi on a le droit de faire cette intégration par partie? On a le droit de faire une intégration par partie uniquement si toutes les intégrales qu'on considère convergent. Donc ça c'est car l'intégrale entre 0 et plus l'infini de t exponentielle moins t dt et l'intégrale qui résulte, donc c'est exponentielle moins t, j'enlève les signes, convergent. Donc comme les deux intégrales qui apparaissent dans l'intégration par partie existent et convergent, alors on va pouvoir écrire l'intégration par partie. De la même manière ici, on a une variation. Alors en 0, ça fait 0. En plus l'infini, on fait la limite. Donc ça fait la limite plus l'infini fois exponentielle de moins plus l'infini, de moins l'infini. Donc ça fait ici 0 par croissance comparée. Donc la variation est nulle. Et ici, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve gamma de 1. Il y a des signes, mais ça fait l'intégrale de exponentielle moins t, ce qui vaut gamma de 1. Autrement dit, ici aussi, on trouve 1. Voilà, donc ce qu'on a l'impression, c'est que les valeurs de gamma aux entiers sont liées entre elles. Alors en effet, on va démontrer en quelque sorte par récurrence. Donc on va essayer de voir qu'est-ce que ça vaut pour n plus 1. Donc on prend un entier a priori non nul et on calcule gamma de n plus 1. Donc gamma de n plus 1, c'est l'intégrale des 0 à plus l'infini de t puissance n exponentielle moins t dt. On sait que cette intégrale converge, bien sûr, d'après la partie précédente. Ça nous fait t puissance n fois moins exponentielle moins t 0 plus l'infini, moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de n t n moins 1 moins exponentielle moins t dt, intégration par partie, car l'intégrale de 0 à l'infini t puissance n exponentielle moins t dt et l'intégrale résultante, c'est-à-dire t puissance n moins 1 exponentielle moins t dt
En fait, elles convergent parce que c'est des valeurs de gamma, donc on a démontré précédemment. Donc l'intégration par partie est valide. On a polynôme fois exponentielle décroissante, donc ça, par croissance comparée, ça fait 0 en plus infini, et en 0, ça vaut 0 à cause du 0 fois 1. Et donc on retrouve ici plus n fois gamma de n. Voilà, autrement dit, il existe une relation de récurrence entre les valeurs de gamma. Donc c'est gamma de n plus 1 est égal à n fois gamma de n. Et ça, on peut observer que ça va nous donner assez simplement que vaut, j'ai pas de récurrence immédiate, mais qu'on pourrait détailler finalement, que vaut gamma de n plus 1. Donc si on esquisse le raisonnement qu'on aurait à faire, par récurrence, on obtient gamma, ça fait n fois gamma de n, ce qui fait n fois n-1 gamma de n-1 égale 3 petits points, ce qui est égal à n, n-1, n-2, etc. jusqu'à ce qu'on fasse fois 1 fois gamma de 1. Et gamma de 1, on avait initialisé la récurrence en disant que ça valait 1. Autrement dit, la valeur de gamma en n plus 1, ça vaut simplement n factoriel. Donc ça permet en quelque sorte quelque chose qui est censé être discret, donc les factoriels, on a réussi à en mettre une fonction, si on veut, qui est la fonction gamma, et on obtient, en faisant des intégrations par partie, sur des intégrales sur un domaine 0 plus infini. Donc on peut par exemple traiter l'exemple de cette intégrale, donc l'intégrale de 0,1 de log t sur racine de 1 moins t. Alors la question déjà c'est est-ce que l'intégrale converge? Sinon on ne peut pas aller plus loin. Intégrale convergente, point d'interrogation. Donc il faut faire attention qu'ici j'écris 0 à 1, mais on ne sait pas si c'est ouvert, fermé, etc. Donc en fait il faut déjà étudier la fonction qu'on intègre. Donc c'est-à-dire qu'est-ce que la fonction qu'on intègre? C'est f de t égale lnt sur racine de 1 moins t. Donc ça c'est une fonction ici, alors au dénominateur on peut regarder, il y a 1 moins t, donc en fait il faudrait que le 1 moins t soit positif, donc t est strictement plus petit que 1, et au numérateur on a log t, donc il faut que t soit strictement positif, donc en fait c'est c infini sur le domaine 0 ouvert, un problème avec le log, et 1 ouvert, un problème avec la racine au dénominateur. Donc en fait la fonction ça finit sur 0, 1, donc malheureusement il va falloir étudier au voisinage de 0 et au voisinage de 1, parce que pour avoir l'intégrabilité entre 0 et 1, il faut faire l'intégrabilité entre, admettons, 0 et 1,5, fermé, et sur la partie 1,5, 1. Il faut que ça soit à la fois intégrable sur ce domaine et intégrable sur ce domaine. Donc on va faire des études locales. En 0, par exemple, on commence. Alors qu'est-ce qui se passe en 0? En 0, donc on a f de t, et on aimerait la comparer avec une intégrale qu'on connaît. Donc, alors ici, ce qu'on peut dire, c'est que on a log t sur racine de 1 moins t. Alors, en fait, le racine de 1 moins t, lui, c'est pas lui qui pose problème, c'est le log. Donc, en fait, c'est équivalent en 0 à lnt. Et ce qu'on peut dire du log, alors on pourrait essayer de montrer que le log est intégrable en 0, mais en fait, on peut simplement dire qu'il est négligeable devant une fonction puissance, et en général on utilise 1 sur racine de t, car avec l'intégrale, alors c'est au voisinage de 0, donc ici c'est 0, 1,5, de dt sur racine de t, en fait ça converge comme intégrale de Riemann. Donc au voisinage de 0, le critère c'est il faut que le alpha, qui ici il faut 1,5, soit plus petit que 1. Donc c'est une intégrale de Riemann convergente, donc on est comparable à une intégrale de Riemann convergente, donc finalement f est absolument convergente, alors je vais plus mettre ici absolument convergent parce que de toute façon j'ai une racine, c'est positif, et donc f également intégrable par théorème de comparaison. Donc l'intégrale entre 0 et 1,5 converge par comparaison à Riemann, et ensuite on va faire l'étude locale
prend 1. Alors en général, quand on a un point fini, le plus simple, c'est toujours de se ramener en 0. Alors comment on fait pour se ramener en 0? On va dire que la variable t, c'est 1, on va dire moins h, parce qu'on sait qu'on est par valeur inférieure. Avec h, c'est simplement une petite valeur positive. Donc ce qu'on va dire, c'est que qu'est-ce que vaut que f de t? F de t, ça vaut f de 1 moins h. Et donc on peut faire h tend vers 0, ce qui vaut ln de 1 moins h divisé par racine de h, en fait, ce qui est égal à, enfin, développement limité lorsque h tend vers 0. D'ailleurs, on peut faire plus simple, on peut directement passer un équivalent. Donc ln de 1 moins h est équivalent à moins h sur racine de h, ce qui vaut moins racine de h. En fait, ici, il y a quelque chose d'assez simple à dire, c'est que, alors on pourra essayer d'étudier, est-ce que racine de h est intégrale autour de 0? Oui, il n'y a pas de problème. Mais en fait, ici, ce qu'on peut dire, c'est même carrément, ça tend vers 0. Donc, lorsque h tend vers 0, par valeur positive, ça tend vers 0. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction f au voisinage de 1, elle tend vers 0, donc f se prolonge par continuité. Au voisinage de 1, en posant f de 1 égale la limite, autrement dit f de 1 égale 0. Donc au final, au voisinage de 1, l'intégrale f est désormais continue sur 1 demi 1, le segment. Donc on sait très bien que sur n'importe quel segment, les fonctions continuent à admettre des intégrales. Et donc ici, on a un terme qui permet d'écrire ce phénomène. On dit que l'intégrale est faussement impropre. Autrement dit, l'intégrale, elle converge, il n'y a pas de problème, parce qu'on a en fait réellement, on intègre sur un segment. Donc l'intégrale de 1,5 à 1. Et le problème, c'est que quand on écrit une intégrale, on ne sait pas si les bornes sont ouvertes ou fermées. Donc justement, le fait de dire, il n'y a aucun problème, on sait parce que c'est faussement impropre. C'est-à-dire que on est déjà on est continu sur le segment. Voilà, donc la conclusion de ça, c'est que ça converge au voisinage de 0, ça converge au voisinage de 1, donc en fait, ainsi, l'intégrale de 0 à 1 de f converge. Voilà. Alors on va quand même essayer de calculer cette intégrale, et pour ici essayer de calculer cette intégrale, on peut illustrer justement la méthode du changement de variable généralisé si on veut. Donc l'intégrale de 0 à 1 de ln de t dt sur racine de 1 moins t. Donc maintenant on peut rentrer dans les calculs parce qu'on sait que ça converge, donc on va pouvoir faire des choses qui ont un sens. C'est comme dans le contexte des limites, on ne calcule pas des limites si on ne sait pas qu'elles existent. Maintenant on va pouvoir essayer de faire des calculs. Alors ici ce qui paraît raisonnable, c'est le bout qui est racine peut être assez embêtant, donc en fait ici on peut partir sur un changement de variable qui serait u égale racine de 1 moins t. Donc on a du égale, alors ça nous fait moins dt, parce que donc, à l'intérieur il y a une dérivée qui est moins 1, et après c'est fait diviser par 2 racine de 1 moins t. Donc on obtient ça, autrement dit le dt sur racine de 1 moins t, ça vaut déjà moins 2 du, et on peut remarquer que c'est en fait en réalité un changement de variable ici bijectif, c'est-à-dire qu'on peut connaître u en fonction de t, mais on peut aussi connaître t en fonction de u. Donc pour retrouver u, on passe on passe au carré, ça fait u carré égale 1 moins t, donc c'est-à-dire t est égal à 1 moins u carré. Alors ici c'est bijectif parce que u est limité au domaine 0, 1, et donc d'ailleurs on peut vérifier que si je fais dt, ça ferait bien moins 2u du, ce qui est cohérent avec les formules, parce qu'en bas on a 2u finalement. Donc avec le changement de variable, ici on obtient l'intégrale. Alors les bornes sont maintenant de 1 à 0, et donc on a que le dt, ça fait moins 2 du. Donc cette partie-là, la dt sur racine, ça fait moins 2 du. Et le log, ça nous fait donc ln de 1 moins u carré.
c'est un facteur. Donc le moins, on peut le manger si on veut. Fait l'intégrale entre 0 et 1, on remet les bornes dans le bon sens. Le 2, on peut le sortir. ln de 1 moins u carré du. Alors on remarque que l'intégrale qu'il en résulte, en fait c'est aussi une intégrale qui n'est pas définie en 1, mais la question c'est est-ce qu'elle converge cette intégrale? Oui, l'intégrale converge à condition que le changement de variable ici soit bijectif. Sinon, il faudrait refaire l'étude de la deuxième intégrale et savoir est-ce que cette intégrale-là converge et faire au voisinage de 1. Parce qu'en 0, il n'y a pas de problème, ça vaut simplement 0. Donc, je vais continuer de toute façon en disant que si le changement de variable est bijectif, il n'y a pas de problème. Donc, c'est le changement qui est bijectif, mais il y a plusieurs variables. Ici, bon, il y a une petite astuce de calcul, c'est que ça fait ln de 1 moins u carré, donc on peut factoriser. Et après, ça fait ln d'un facteur, donc on peut casser en deux. Donc ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de ln de 1 moins u. Ce serait facteur de 1 plus u carré, donc ça fait plus ln de 1 plus u. Voilà. Et ensuite, on va donc primitiver. On sait primitiver un log. Donc la primitive du log, c'est t log t moins t. Donc là, ça nous fait 1 moins u ln de 1 moins u moins 1 moins u. Et alors, faut faire attention que donc il y a un moins à l'intérieur. Donc normalement, ça doit faire l'opposé de ça. Quand je redérive, ça fera apparaître un moins. Et là, par contre, il y a bien un plus, donc ça fait plus 1 plus u ln de 1 plus u moins 1 plus u entre 0 et 1. Voilà. Et ici, on peut regarder donc la valeur en 0. Bon, je vais dire, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire les logs de toute façon s'annulent ici et s'annulent ici. Il ne reste que la valeur ici qui fait 1, la valeur ici qui fait moins 1, donc en fait en 0 la totalité est nulle. Il n'y a que la valeur en 1 qui subsiste. Alors ici, il faut faire attention qu'ici on a 0 log de 0. Alors on peut se dire, ah, c'est un problème, mais en fait ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, c'est une limite, c'est-à-dire ici il faut considérer la limite de h log h, lorsque h tend vers 0, et donc la limite de h log h lorsque h tend vers 0, de toute façon ça vaut 0. Donc la valeur en 1 ici, ça tend vers 0. Là, la valeur en 1, ça vaut 0. Donc en fait, cette valeur-là s'annule. Et il ne nous reste que la deuxième valeur. Donc la deuxième valeur, c'est 2 log de 2 moins 2. Donc il ne reste plus que ça. Voilà, donc en final, ça fait 4 fois log de 2 moins 4, cette intégrale-là.